Je vous en ai longuement parlé, je vous ai fait beaucoup de teasing à ce sujet, je suis désormais prête. J'ai monté, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour vous faire enfin cette vidéo sur Terry Pratchett et les annales du Disque-Monde. Terry Pratchett est un écrivain anglais qui est né en 1948 et qui est mort en 2015. C'est un homme extrêmement intelligent qui a su créer un monde assez monumental et il s'agit de l'univers du Disque-Monde. Le concept du Disque-Monde est inspiré de certaines légendes hindoues, amérindiennes et chinoises qui disent que la Terre est plate, elle est posée sur 4 éléphants, eux-mêmes posés sur une tortue géante, la grande Atuin, qui avance lentement, calmement et avec une grande sagesse dans l'espace infini. En son centre, on trouve le Moyeu, il est également composé de plusieurs continents, tels que le continent Klatch, Contrepoids, le continent sans nom où se déroulent la plupart des livres, et le dernier continent, le continent 4X. Sur le continent sans nom et dans la plupart des livres, on va retrouver divers lieux, comme par exemple les montagnes du Bélier, où se trouve la ville de l'Ancre, d'où viennent mes sorcières préférées dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a également les plaines de Stowe et la région d'Ankh-Morpork qui est en fait certainement la grande capitale dans laquelle se déroulent la plupart des livres et de l'action. Elle est coupée en deux par la rivière de l'Ankh qui est tellement polluée que quand on jette quelqu'un dedans, a priori il peut s'en sortir en marchant. Et elle est dirigée par le seigneur Veterini qui est le patricien de la ville. Pour parler des personnages, je vais utiliser le principe des cycles, puisqu'en fait on retrouve plusieurs romans qui vont parler de la même personne ou du même groupe de personnages, qui vont se situer du coup à peu près dans le même endroit, et qui en général vont avoir une chronologie qui se suit, puisqu'on suit vraiment le même groupe. Cela dit, il arrive que certains personnages apparaissent dans des romans dont ils ne font pas l'objet. C'est souvent assez rigolo d'ailleurs, puisque c'est un peu comme un crossover entre deux séries qu'on adore. Quand certains personnages qu'on aime beaucoup et qui ne se croisent habituellement jamais se rencontrent, en général c'est toujours un petit moment assez rigolo. Le premier cycle dont je vais parler, c'est le cycle de Rincevant. Rincevant, c'est un mage donc on va retrouver dès le premier tome. On va le trouver avec Deux Fleurs à ce moment-là, qui est un touriste qui vient visiter Ankh-Morpork et qu'on lui confie, mais on va le retrouver dans plein d'autres tomes et pas accompagné de ce personnage-là cette fois-ci. C'est clairement un personnage complètement loufoque. À la suite du premier tome, il va se retrouver à être suivi par un autre personnage à part entière, qui est en fait un coffre qui marche, qui a une personnalité bien à lui, qui a des dents et qui n'hésite pas à s'en servir. Le personnage de Rincevant introduit aussi le monde des mages, puisque ce sont des personnages qu'on va énormément retrouver au fil des livres. On les retrouve dans quasiment tous les tomes qui se situent à Ankh-Morpork parce que ce sont des personnages vraiment très influents. Ils vivent dans une université, c'est l'université de l'Invisible qui est le bâtiment le plus imposant de la ville et qui est tellement chargé en magie qu'en général il y a beaucoup de choses qui viennent de chez eux. Dans la plupart des tomes on va notamment retrouver C'est dur à dire. Dans la plupart des tomes, on va notamment retrouver l'archi-chancelier Ridcule, qui est un personnage vraiment amusant, qui est en fait le plus haut mage, celui qui dirige les autres, mais aussi plein d'autres mages qu'on retrouve toujours à chaque tome, et qui sont en général assez marrants, puisque les mages sont surtout là pour boire, manger, dormir, faire la sieste, dormir donc, et critiquer, râler, être pénible. Souvent pénible. C'est des vieux grincheux, les mages. Mais on retrouve dans les mages aussi un personnage que j'aime par-dessus tout, c'est le bibliothécaire, qui est en fait le bibliothécaire de l'université de l'Invisible, qui au départ était un humain, mais comme il a été trop exposé à la magie des livres, il s'est retrouvé transformé en orang-outan. Comme c'était beaucoup plus facile pour faire son travail, il a décidé de ne jamais se retransformer en humain, et depuis, il vit une vie extrêmement paisible et heureuse parmi ses livres et son hamac. Même si c'est un personnage très intelligent, très doux, très calme et très gentil, il faut faire très attention parce qu'il devient extrêmement violent quand il entend le mot singe. C'est un anthropoïde et il y tient tout particulièrement. Ce que j'aime particulièrement avec les mages, c'est que ce sont des personnages qui prennent tout le temps des grands airs, mais soyons clairs, ils ne sont pas capables de faire grand chose de leurs 10 doigts quand on sort de la théorie et qu'on en vient à la pratique. Ce sont des personnages assez antipathiques et pourtant très touchants, avec une énorme dose d'humour.
Ce que je trouve génial, c'est qu'en général, ils incarnent parfaitement l'archétype qu'on pourrait attendre d'un universitaire un peu je sais tout, qui est complètement perdu une fois qu'on le sort de son université, de son cadre connu et de sa théorie pour se tourner vers la pratique. J'en viens maintenant au cycle des sorcières. Là, clairement, on arrive sur mes personnages préférés de toujours. Les sorcières, et principalement Mémé Cire du Temps et Nounou Hog, viennent des montagnes du Bélier dans la ville de l'Ancre, où elles sont sorcières attitrées et où elles s'occupent pas mal des gens. Je trouve qu'elles apportent une vision vraiment géniale de la sorcellerie et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mémé Cire du Temps, et je pense que c'est vraiment elle mon personnage préféré, est une femme extrêmement intelligente et quand on lit un tome avec elle dedans, il ne faut jamais oublier qu'elle en sait plus que nous, plus que la plupart des personnages, qu'elle a toujours 2 ou 3 coups d'avance sur nous, sur les autres, et qu'en fait on ne sait pas du tout où elle va, mais elle oui. C'est agaçant, mais c'est comme ça. C'est un personnage fascinant à regarder évoluer, surtout avec Nounou Hog qui est son extrême opposé en termes de personnalité. Autant Mémé Cire du Temps est une femme qui est très concentrée et très peu démonstrative, autant Nounou Hog a tendance à s'éparpiller dans tous les sens, elle aime picoler, elle aime le sexe, elle aime manger. Vraiment, elle a rien à voir avec Mémé, et même souvent Mémé est un peu choquée par Nounou, qu'elle trouve un petit peu trop frivole pour le métier de sorcière. Cela dit, il ne faut vraiment pas sous-estimer l'intelligence de Nounou, qui est aussi une femme très maligne et qui en général est bien au courant de là où se trouve son amie et de ce qu'elle a en tête. J'adore vraiment la manière dont Pratchett aborde le thème de la sorcellerie au travers de Mémé principalement, qui en fait pratique la vraie sorcellerie à certains moments, mais aussi ce qu'elle appelle la tétologie. Elle explique souvent que, en tant que sorcière, soigner les maux des gens par la magie, c'est pas vraiment ce qu'elle fait la plupart du temps. En fait, souvent, elle les soigne d'une manière très simple avec des plantes ou même avec l'ostéopathie ou ce genre de pratiques. Mais elle leur confère toujours une dimension magique en répétant une formule ou quelque chose comme ça, parce qu'elle pense que c'est ce qui fait du bien aux gens et c'est ce qui fait que ça marche encore mieux sur eux. C'est en général dans ces moments-là qu'on voit la vraie personnalité de Mémé Cire du Temps, qui est une femme qui peut paraître très froide au premier abord, mais qui est en fait une femme extrêmement gentille et qui veut faire le bien autour d'elle, sauf qu'elle a beaucoup de recul et de distance et qu'elle fait attention à ne pas se mêler des affaires des autres. Mais aussi elle tient à sa tranquillité, et cette distance qu'elle met entre les gens sorciers et les non-sorciers va lui permettre d'éviter que les gens débordent trop sur sa vie et qu'ils viennent la voir trop souvent pour aucune raison. Dans le Disque Monde, il existe d'autres sorcières, notamment Magra Gouzdai qui va pendant un temps être amie avec Mémé et Nounou. Il va également y avoir le personnage de Agnès Crétine. Et aussi Tiphaine Patrak, mais Tiphaine Patrak on la retrouve dans les romans du Disque Monde qui ne sont pas numérotés, et ceux-là je ne les ai pas encore lus, donc je ne pourrai pas vous en parler, tout simplement parce que je me les garde pour la fin, comme ça quand j'aurai fini le dernier tome je pourrai me dire tout va bien, il me reste les derniers. Je vais aussi vous parler du cycle de la mort. Là aussi on touche à un de mes personnages préférés, je pense que Mémé et lui sont les 2 personnages que j'aime le plus, parce que oui, la mort est masculin, et c'est comme ça. Dans le livre, on reconnaît toujours que c'est le personnage de la mort qui parle, même s'il n'est pas nommé ou quoi, tout simplement parce qu'en fait, il a une voix particulière, et que du coup, tout est écrit en majuscule quand c'est lui qui parle. Il est très souvent accompagné de son cheval Bigadin, qui est lui bien vivant. On le retrouve aussi parfois dans sa demeure, qui est entièrement noire, même l'herbe, même tout ce qui l'entoure, tout est noir. Avec d'autres personnages qui sont bien vivants, comme son valet, Albert, et aussi sa fille Isabelle, mais là je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans les romans sur sa fille et sur tout ce qui va se passer autour d'elle. La mort est un personnage extrêmement touchant et étonnamment humain. D'ailleurs, il est très souvent tiraillé entre sa condition d'entité immortelle et immuable et le fait qu'il côtoie énormément d'êtres humains et que parfois il aimerait leur ressembler. C'est pour ça que par exemple il s'est créé une immense demeure avec un joli jardin sur le modèle des maisons qu'il trouve dans la réalité, dans la vraie vie des humains, avec une chambre, un lit, une salle de bain, un savon, tout est noir et soyons bien clairs, il n'a l'utilité de rien de tout ça. Mais il le fait parce que c'est normal.
Il arrive donc que la mort essaye de sortir de son rôle pour être plus normal, ce qui génère pas mal de cataclysmes et beaucoup de problèmes. C'est un personnage qui est très gentil, très doux, qui est toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin, alors que ce n'est clairement pas son rôle. Et je pense que l'un de mes tomes préférés jusque-là dans les annales du Disque Monde, c'est le Faucheur, un tome où la mort décide de partir en vacances et où il va dans une ferme pour aider une vieille femme. Elle s'attache énormément à lui et lui à elle, et je trouve que c'est l'un des tomes les plus touchants de la saga des Annales du Disque Monde. Dans Mascarade, il y a également une scène que j'ai trouvée magnifique, où Mémé Cire du Temps, avec son aplomb légendaire, fait face à la mort, qui va avoir, comme d'habitude, un geste très touchant et généreux envers les humains. Je crois que ce que j'aime le plus dans la manière dont Terry Pratchett traite le sujet de la mort, c'est que quand quelqu'un meurt, il demande à la mort « Où vais-je aller ?» Et en général, la mort répond « Ça dépend de ce que vous croyez ». Je trouve que c'est très joli de se dire qu'une fois mort, on va bien où on veut finalement, il suffisait d'y croire pendant sa vie et on sera accueilli là où on avait envie d'être. C'est d'ailleurs le personnage de la mort avec ses dialogues tout en majuscules qui a annoncé la mort de l'auteur en mars 2015, avec un tweet sur son compte Twitter très simple et très beau qui disait simplement « At last, Sir Terry, we must walk together ». Et pour moi, il n'y avait vraiment pas de plus belle manière de l'annoncer. Je termine sur les personnages avec le cycle du guet. Voilà des personnages qui me surprennent et qui m'ont un peu donné du fil à retordre parce que je ne les ai pas aimés tout de suite. On les rencontre pour la première fois dans le tome 8 qui s'appelle Au guet. Ils font partie du guet de nuit et leur unité ne va faire que s'agrandir au fur et à mesure des tomes où on va les retrouver parce qu'ils vont accueillir énormément de nouvelles recrues. On va retrouver beaucoup de personnages très amusants qui vont apporter beaucoup d'humour à ce cycle, notamment Chicard qui est un personnage indescriptible, franchement. Ou Colomb aussi, pareil. C'est des personnages... c'est vraiment en fait un espèce de cliché du policier bedonnant et un peu dilettante qui a pas spécialement envie d'être là mais qui a pas spécialement envie de rentrer chez lui non plus. Le meilleur moment de sa journée c'est quand il va boire sa bière et le mieux c'est pendant son service. La tranquillité du guet va être pas mal contrariée par l'arrivée du capitaine Carotte, un personnage qui est très grand, qui est un très gentil jeune homme qui a été élevé par les nains. Il est extrêmement intelligent et très gentil, donc il va faire ami avec à peu près tout le monde dans la ville, ce qui va être bien utile quand il veut faire une enquête. Mais il est aussi très protocolaire et lui, pour le coup, il aime que les choses soient carrées et très bien faites. Lui, il y a des règles, il les suit, il y a un manuel. Il le lit, clairement avec lui, tout est très bien fait. Petit à petit, les nouvelles recrues se diversifient, donc on va voir apparaître des nains, des trolls, même des golems, une louve-garou, donc vraiment pas mal de personnages qui viennent grossir les rangs du guet et qui viennent apporter quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé, au fil du cycle et de l'évolution des personnages et du guet. Ce que j'aime énormément aussi avec le cycle du guet, c'est qu'on en apprend beaucoup plus sur la manière dont est organisée la ville d'Ankh-Morpork, puisqu'en fait elle est composée de guildes, il y en a à peu près pour tout, et notamment les plus influentes je pense sont la guilde des assassins et la guilde des voleurs. Il est formellement interdit de voler ou d'assassiner si on ne fait pas partie de ces guildes. En fait c'est une sorte de crime organisé par le patricien notamment, qui estime que comme le crime existera toujours, autant qu'il soit organisé. Voilà. On fait d'ailleurs la connaissance du patricien, le seigneur Veterini, qui est assez intéressant et qui est un personnage très complexe. On n'est pas toujours sûr de quel côté il se place, on n'est pas toujours sûr de ce qu'il cherche à faire, mais du coup c'est un personnage qui va vraiment apporter quelque chose dans les intrigues, et il est très ami avec Vimer, qui est celui qui dirige le guet, et qui s'oppose souvent à lui, donc il y a vraiment un jeu de pouvoir qui est assez intéressant. Je pourrais aussi parler de plein d'autres personnages, notamment de Planteur Je me tranche la gorge, qui est en fait un vendeur ambulant qui va être capable de vendre à peu près tout à n'importe qui. Il vend principalement des saucisses dans des petits pains et il dit tout le temps qu'il baisse ses prix, mais là franchement il se tranche la gorge
Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle Planteur, je me tranche la gorge. Et ce qui est très drôle, c'est que ce personnage-là, on le retrouve dans plein d'autres villes, mais sous des noms un peu différents. Donc on sait que c'est toujours lui et que c'est genre le vendeur attitré de l'endroit où on se trouve. Je pourrais aussi parler des autres tomes, comme par exemple le cycle du progrès ou les civilisations anciennes, qui comportent des tomes comme Pyramide, les petits dieux dont je vous ai déjà parlé, et plein d'autres tomes qui, eux, sont pour le coup un peu indépendants et souvent se passent sur d'autres continents ou dans d'autres villes dont on ne parle pas d'habitude. On me demande souvent dans quel ordre il faut lire les Annales du Disque Monde. Personnellement, je ne m'embête pas, je les lis dans l'ordre, il y a des numéros de tomes. Je prends en général celui qui vient après sans trop me poser de questions parce que du coup ça me permet de diversifier, de ne pas avoir que les sorcières, que la mort et de plus avoir de tomes à lire sur eux après, mais aussi parce que en général il y a plein de petits détails qu'on retrouve d'un tome à l'autre et qui se suivent chronologiquement. Après, on peut lire les livres en termes de cycle, par exemple d'abord tout le cycle des sorcières, tout le cycle de la mort, tout le cycle de Rincevent, mais je conseille quand même dans ce cas de les lire de manière chronologique parce que sinon vous risquez soit d'être un peu perdu, soit de vous spoiler des tomes précédents parce que parfois il y a des issues incertaines dont on parle, qui sont résolues et dont on parle dans le tome suivant, donc ce serait un peu bête de tout vous spoiler. Je crois qu'à force, vous l'avez compris, je suis une fan inconditionnelle de Terry Pratchett. Les Annales du Disque Monde se sont retrouvées sur mon chemin dans ma vie à un moment où j'en avais réellement besoin, où ils m'ont redonné goût à la lecture et ont apporté à nouveau du rire dans ma vie. Grâce à ces livres, je me tape très régulièrement des fous rires toute seule dans les transports en commun, grâce à des passages vraiment pleins d'humour, comme par exemple ce passage du Père Porcher, donc qui est le tome 20 des Annales du Disque Monde et que j'ai terminé il y a quelques temps, qui est donc un petit passage assez drôle, il y a un petit peu de dialogue et surtout il y a une note de bas de page. Et alors ça, les notes de bas de page, ça vaut le coup. Les mages de haut rang de l'université de l'invisible, immobiles, regardaient la porte. Aucun doute, celui qui l'avait fermée voulait qu'elle le reste. Des dizaines de pointes l'arrivaient au chambranle. On avait cloué des planches en travers du battant. Et enfin, jusqu'à ce matin, une bibliothèque tirée devant l'avait dissimulée au regard. Et il y avait une inscription ridicule, dit le doyen. Vous l'avez lue, je présume. Vous savez, celle qui dit « N'ouvrez cette porte sous aucun prétexte ». Évidemment que je l'ai lue, répliqua Ridicule. Pourquoi je veux qu'on l'ouvre, d'après vous? Pourquoi? Fit l'assistant des ruines modernes. Pour voir pourquoi on voulait qu'elle reste fermée, tiens. Et la note de bas de page. Cette discussion contient presque tout ce qu'il faut savoir de la civilisation humaine, du moins de tous ses vestiges aujourd'hui engloutis, en sein d'une clôture, ou encore fumant. En général, Terry Pratchett aime bien se moquer des humains qui font des trucs totalement illogiques, et j'adore ces moments-là parce que ce sont les plus drôles. Mais il y a aussi des fois où les Annales du Disque Monde peuvent vraiment me toucher et même me faire pleurer parce que je trouve que l'auteur il met vraiment quelque chose qui vient du fond de son cœur, qui vient de lui, et c'est très beau à lire. Et certains passages sont très poétiques avec des symboles, parfois détournés avec un peu d'humour, ou qu'il va utiliser pour donner vie à des idées et qui vont vraiment faire réfléchir le lecteur. Dans ces moments-là, il propose une critique qui est vraiment très intéressante et surtout qui prend place dans cet univers fantasy. Et comme je disais, il peut parfois utiliser des personnages un peu magiques pour donner vie à des idées et à des concepts. Un des passages qui m'a le plus marqué, c'est seulement quelques phrases dans le tome 14, Noblio et sorcières, qui est un de mes tomes préférés avec les sorcières. Les individus ont mauvaise mémoire, mais les sociétés se souviennent. L'essaim se souvient. Elles codent les informations et leur permettent ainsi de franchir les barrages des censeurs de l'esprit. Informations qui se transmettent de grand-mère en petits-enfants, sous forme d'historiettes absurdes qu'ils ne se donnent pas la peine d'oublier. Parfois, la vérité se maintient en vie par des moyens détournés, malgré tous les efforts des gardiens officiels du savoir. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de lire les Annales du Disque Monde pour la richesse extraordinaire de cet univers et de ses personnages. Heureusement pour moi, il me reste encore pas mal de tomes à lire, et tant mieux. De toute façon, quand je les aurai tous terminés, je les relirai et les relirai encore sans jamais me lasser. Tout simplement parce que retrouver Terry Pratchett, c'est comme retrouver un ami bienveillant qui ne veut que nous aider à nous évader de la réalité.
Voilà, cette vidéo sur Terry Pratchett est terminée. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à la faire et à la préparer. J'espère aussi que vous y aurez trouvé ce que vous cherchiez puisque vous étiez certains à attendre cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Et moi je vous dis à très bientôt.